Good! What's up, guys? Je suis en compagnie de Nicolas Ray en ce moment, donc on est super excités. On va laisser un petit peu de temps aux gens de se connecter. Dans ce temps-là, je vais partager le live, ce que vous devriez faire, by the way, guys, pour qu'on reach le plus grand nombre de gens. Vous devriez être en train de partager ce live-là pour aider vos amis qui sont en business, en immobilier à avoir plus de succès. Je pense que c'est le but de notre live à soir, c'est d'inspirer premièrement, puis de donner du contenu de qualité pour être sûr que tout le monde passe à un autre niveau. Je pense que justement, Nicolas, tu me disais que tu avais eu une grosse formation en fin de semaine avec ton crew, là, ton VIP crew. Ouais, exact. On avait une grosse formation, c'est une retraite en fait, d'une fin de semaine. Alors, plein de sortes de formations différentes sur l'immobilier multilogement. C'est un groupe, dans le fond, qui était avec nous pendant 6 mois de temps. Ça s'appelle le MERT Multilogement. C'est le programme vraiment avancé du collège de l'MREX. Alors, 30 investisseurs immobiliers qui veulent vraiment pousser la note au niveau multilogement. C'est le fun parce que dans une retraite comme ça, c'est pas juste un cours, mais tu sais, on mange ensemble, on dîne ensemble, on soupe ensemble, on a fait notre party ensemble samedi soir, puis tu sais, en immobilier, comment faire, là, tu sais, t'es dans le marketing de réseau, là. Ouais. La qualité de ton réseau est tellement importante. Toi, tu as une bonne qualité en plus. Je te regarde beaucoup aller sur les médias sociaux, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir à Mastermind, c'est que je regarde ton crew, puis tu as l'air d'avoir une gang vraiment engagée, puis une gang qui se soutient. Puis en plus, je l'ai vu hier avec avec ta gang. Ouais. C'est nice parce que tantôt, tu me disais, je te demandais c'est quoi cette gang-là, puis toi, tu prends vraiment les gens sur ton aile, puis tu montres vraiment, tu veux aider les gens à passer à un autre niveau, c'est vraiment ça? Ouais, ben c'est un programme hyper intense aussi, là. L'objectif, comme on dit avec ce programme-là, c'est qu'on veut emmener les gens à avancer de 5 ans en l'espace de seulement 6 mois au niveau de leur carrière d'investissement multilogement. Fait que je voulais, tu sais, toi tu es un gars de la Beauce, fait que tu connais un peu l'école d'entrepreneurship de la Beauce, Saint-Georges. Puis tu sais, l'EEB, l'école d'entrepreneurship de la Beauce, tu sais, le MIT aussi a un programme un peu semblable, Harvard aussi. C'est tous des programmes qui m'ont vraiment inspiré. Je trouve que, tu sais, c'est plus que c'est intense, plus que l'expérience est condensée, plus que tu peux en sortir gagnant, parce que ça te permet de vraiment synthétiser tout ce que tu apprends, tout ce qui est enseigné, puis également la qualité des contacts et du réseau est beaucoup plus profonde. Tu sais, c'est comme du team building 101. Moi, je suis un ancien joueur de hockey, puis la première chose qu'on faisait en début de saison, c'était d'aller faire un événement de team building. Tu sais, mettons, on montait une montagne, puis c'est comme ça que tu te soudais, puis tu devenais vraiment un réseau fort puis un groupe fort. Puis je pense que c'est aussi important d'en faire comme en entrepreneuriat. 100%. Puis là, à cette heure que tu as accompli toutes ces choses-là, parce que tu as beaucoup de succès aujourd'hui, les gens veulent savoir, parce que moi, ce que j'aime, c'est de voir quelqu'un partir. J'ai fait un post là-dessus sur Facebook, puis ça a pogné l'autre jour. Ce que j'aime, c'est de voir les gens partir de zéro, puis de monter puis à un autre niveau, mais tu sais, des self-made, mais tout en restant humble. Puis je pense que t'es quelqu'un qui est très très bien réussi, ça. Mais parle-moi un peu de, tu sais, comme les gens voient beaucoup aujourd'hui le on-scene, Nicolas comme il réussit, tout ça. Mais parle-moi de toi avant, de où t'es parti, de où tu viens, puis qu'est-ce qui a fait en sorte après ça que t'as eu du succès. Ouais. Ben écoute, c'est sûr que moi je suis né au Québec. Je venais d'une famille multiethnique, donc mon père était moitié indien de l'Inde, moitié moitié bengalais. Le Bengale, c'est dans le nord-est de l'Inde. Et il était également moitié britannique. Puis ma mère québécoise, elle avait une belle chasse, petite région comme la Beauce dans le fond. Puis je suis né à Québec, puis à l'âge d'un an, on est parti à Los Angeles, en Californie, parce que mon père était musicien de blues, puis ma mère était actrice de théâtre. Donc ça a l'air vraiment hot, tu sais, quand on dit ça, on se va comme il y a du vivre, toute une vie de jet set. C'est tout le contraire. C'est pas des professions qui payent très bien. C'est vraiment une vie plus à la bohème, c'est une vie d'artiste, c'est une vie de passion, c'est pas une vie hyper mercantile, c'est pas une vie... tu sais, les gens pensent que quand tu es musicien professionnel, automatiquement tu fais beaucoup d'argent parce qu'on voit comme les Céline Dion de ce monde, puis les vedettes pop, mais les vrais musiciens, c'est pas vraiment ça la vie. Puis, tu sais, souvent les musiciens et les artistes ont deux jobs. Tu sais, comme je me rappelle que moi, mes parents, probablement pendant une dizaine d'années, se sont pas vus. Parce que mon père jouait de la musique, mettons, la nuit. Ma mère s'occupait de nous un petit peu le jour, nous envoyait à l'école. Puis après ça, il fallait qu'elle fasse un chiffre dans un restaurant ou dans un club avant que mon père parte travailler. Puis elle, pendant ce temps-là, il fallait qu'elle fasse du théâtre ou elle avait d'autres side gigs qu'on appelle. Là. Fait que, mais finalement, tu t'arranges.
Fait que tout ça pour dire que moi j'habitais à Los Angeles jusqu'à l'âge de 10 ans, donc jusqu'en 94. On a vécu de l'immense tremblement de terre. Là. Si tu fais une recherche dans Google, tu peux voir qu'en 94, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit une bonne partie de la ville. Ça, c'était pas mal où tu étais? Ouais, j'avais 10 ans, là, puis l'épicentre était comme à 2 km d'où qu'on habitait. Ça avait complètement détruit le bloc appartement dans lequel on vivait. Parce que bien sûr, j'habitais pas dans un mansion à Malibu, là. On habitait dans un bloc. De quoi de bien baiser? Dans un quartier majoritairement hispanophone et noir. Un quartier très bas de gamme. À ce moment-là, on n'habitait pas à Compton ou dans le creux du ghetto, mais c'était un quartier où la nuit, je me rappelle, j'ai le souvenir très clair que je dormais dans mon lit, je devais avoir peut-être 8-9 ans, puis les spots d'hélicoptères qui passaient constamment dans la fenêtre de ma chambre. Ah ouais. Puis le matin, quand tu sortais dehors du complexe, parce que la manière que les appartements sont faits souvent là-bas à Los Angeles, les blocs appartements, c'est pas comme une bâtisse fermée comme ici. Ils appellent ça un garden style. Fait que t'as comme une piscine dans le milieu, avec des logements tout autour. C'est fermé, c'est protégé, mais quand on sortait, ben là, tu voyais de la vitre cassée partout. Des fois, tu voyais des balles, tu sais, du monde qui avait essayé de se tirer genre dans le mur. Il y avait du sang. C'était assez rock'n'roll. Fait que ça a été ça ma jeunesse, si on veut. Avec le tremblement de terre qui a détruit notre logement, on a vécu dans une tente pendant 3 semaines dans un parc. Moi, j'avais une phobie totale que la terre split puis ouvre durant les... Ah ouais, comme dans les films. Ouais, durant les aftershocks, parce qu'après un tremblement de terre, là, il y a plein d'autres tremblements de terre qui sont plus petits. Mais lui, il était tellement gros que les autres petits étaient assez immenses. Ouais, c'était super traumatisant. Fait que ça, plus le fait que ça commence à être extrêmement dangereux pour moi à l'école. Les gangs de rue étaient extrêmement présents. J'avais déjà eu justement quelques querelles, si on veut, avec certaines gangs de rue. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme soit tu te joins à une gang de rue, soit que tu te défends, mais c'est assez dangereux. Mes parents n'avaient pas envie que je vive cette vie-là. Fait que finalement, on a décidé de revenir au Québec en 94. Et là, ça a été le grand périple de revenir en voiture. On a fait toutes les États-Unis au grand complet avec ma petite soeur, les parents dans un tout petit char, une Géométro. Géométro, 3 cylindres. Ah non, mais c'était cool, on était heureux, tu sais. On n'a jamais manqué d'amour, on n'a jamais manqué de pouvoir rêver chez nous, même si on vivait pas la grande vie. Puis c'est ça, on est revenu ici, puis j'avais vraiment comme rêve de jouer au hockey. Parce que là-bas, je ne pouvais pas jouer au hockey. Pourquoi? Trop cher. Okay. Ça coûtait 15 000 par année, US, pour jouer. Il fallait prendre l'avion. Il y avait juste 2 arénas dans ce temps-là à Los Angeles. C'était dans le temps que Wayne Gretzky avait été échangé des Oilers aux Kings. Fait que, tu sais, le hockey arrivait à ce moment-là. Ouais. Puis, fait que je voulais tellement jouer au hockey. Fait que je suis revenu ici. On est revenu ici. Je me suis mis à jouer au hockey. J'étais vraiment le joueur le plus pourri qui existait. Je freinais comme avec ma lame en arrière qui glissait, là, tu sais. Je me pitchais à terre pour pouvoir freiner. Puis, drôlement, avec beaucoup de travail, j'étais admis au sport-études. J'ai toujours été un travailleur acharné puis quelqu'un de très très focus quand je veux faire quelque chose. Moi, j'étais convaincu que j'allais jouer au hockey dans la Ligue nationale, ou du moins, j'allais faire tout ce que je pouvais pour m'y rendre le plus proche possible. Et du petit gars à 10 ans qui savait pas patiner, tu sais, puis 10 ans, c'est tard, là. Ouais. D'habitude, tu commences à 5-6 ans. Ouais, c'est ça. 3-4 ans, généralement, 5-6, t'es déjà en retard, là, tu sais. Moi, j'étais vraiment en retard. Puis finalement, je suis parti à 16 ans, après mon secondaire 4, jouer au hockey junior dans l'Ouest canadien. Puis, j'étais déjà rendu comme dans un des top niveaux juniors de tout le Canada. Tu sais, dans le fond, j'aurais pu aller jouer junior majeur. Mais au hockey, si tu vas jouer junior majeur, tu peux pas aller jouer ensuite universitaire américain. Puis moi, les études, c'était quand même très important chez nous. Ouais. Alors, j'avais fait le choix conscient. J'avais été invité à Bécomo dans le junior majeur. Finalement, je suis allé jouer en Alberta, dans ce qu'on appelle le Tier 2. Là, c'est comme le junior, ils appellent ça le junior 3, mais c'est un entre-deux, entre le junior 3 et le junior majeur. Puis j'étais allé là-bas pour pouvoir rester éligible pour jouer universitaire américain par la suite. Je voulais avoir une bourse complète, puis avoir mes études avant de faire le step pour jouer professionnel. Puis finalement, j'ai joué 4 saisons dans l'Ouest canadien puis en Ontario. J'ai passé proche, j'ai été listé pour la Ligue nationale, mais finalement j'ai eu 2 grosses blessures mes années de repêchage, donc j'ai pas été repêché. Mais tu sais, toujours par acharnement puis travail, tu sais, le petit gars qui... Le monde riait de moi, je me rappelle quand j'avais 11-12 ans, tu sais, le monde riait de moi puis disait hey, il se rendrait même pas au junior B, ce gars-là, tu sais, il se rendrait même pas au midget B. Le pire calibre possible, puis finalement,
Mais de tous ces gens-là, c'est moi qui s'est rendu plus loin au hockey, à part quelques gars dans notre coin qui finalement ont joué dans la Ligue nationale. Là. Et puis, j'ai eu une carrière, finalement, j'ai réussi à me rendre au niveau professionnel malgré mes blessures, malgré le fait que j'ai perdu mon engagement verbal pour jouer à l'université américain à cause de mes 2 grandes blessures. J'ai réussi à me rendre jusque dans les ligues mineures professionnelles aux États-Unis. J'ai eu une carrière de 2 ans, une carrière vraiment merdique. J'ai passé plus de temps dans les estrades que sur la glace. Je me suis promené d'une équipe à l'autre. C'était pas mal n'importe quoi. Fait qu'à ce moment-là, j'étais en grande réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à jouer au hockey mineur professionnel jusqu'à 35, 36 ans? Parce que c'est une vie dure. C'est une vie où tu changes d'équipe 2-3 fois par année. C'est très... tu sais, vu que les gars descendent de la Ligue nationale et de la Ligue américaine, j'avais un offre de contrat pour jouer en Suède à ce moment-là. Mais c'était juste un offre de contrat de 10 matchs. C'était comme, tu vas là-bas, tu joues 10 matchs. Si t'es bon, ils te re-signent pour un autre 25. Si t'es bon, ils te re-signent pour 1 an. T'es jamais safe. Ben non, t'es jamais safe. Puis c'était pas vraiment ça que j'avais envie de faire. Moi, je voulais jouer au hockey pour jouer dans la Ligue nationale. Je voulais pas jouer au hockey pour pas rien faire d'autre dans la vie. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, j'étais arrivé un peu à un crossroads. Puis j'ai décidé que, écoute, non, je prendrais pas l'offre pour jouer en Suède. La Ligue à ce moment-là, j'étais dans la Ligue nord-américaine au Québec. C'était une ligue professionnelle, mais c'était une ligue de goût. C'est drôle, tu me dis ça. C'était hier, non, avant hier, je suis dans mon bureau, il y a une vidéo, ça dit la Ligue Tough canadienne. 2 millions de views, là, avec le gars là, avec les rastas. Moi, je checkais ça, c'est drôle, je t'ai pas vu. C'était la ligue la plus tough au monde. Je me rappelle Steve Bossé qui est allé dans l'UFC après. Ma dernière game dans la Ligue nord-américaine, on était à Saint-Georges-de-Beauce. Puis je jouais pour Saint-Georges, puis j'étais au face-off. Il y avait eu à peu près 8 batailles dans la game. Tu sais, moi j'étais quand même un gars assez. J'aimais ça me battre, là. Je suis capable de me battre en masse, là. Puis j'en ai donné des volets, là. Mais j'étais un joueur plus robuste et talentueux. Fait que la ligne est mince rendue là. Puis tu sais, il y avait eu plein de batailles. Il restait peut-être 5 gars sur chaque banc. J'arrive au face-off, il reste 10 minutes, puis t'as Steve Bossé qui me regarde. Moi j'ai 22 ans à ce moment-là. Lui, il devait en avoir 30, c'était déjà le joueur le plus épeurant dans tout le monde entier au hockey professionnel. Puis il me dit, hey, tu veux-tu y aller, le kid, viens-t'en. J'ai entendu dire que t'es top. J'ai regardé ma mère, puis j'ai regardé la fille que je datais dans ce temps-là. J'y vais dessus. J'ai regardé les fans, c'était comme dans Snapchat, là, tu sais. J'étais un peu comme Ned, le gars qui se déshabille à la fin de Snapchat. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est ça le résultat de toutes ces années de travail-là. Je me ramasse ici. C'est pas pour ça que je faisais ça. Ça m'intéresse pas. Puis, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui sont comme pris là-dedans. Parce que les gars, ils continuent pas à étudier durant le hockey, durant le jeu majeur, puis tout ça, parce que t'as pas besoin d'étudier. Je veux dire, t'es une vedette junior, tout le monde t'adulte, puis tu penses que tu vas jouer dans les nationales, tu penses que tu vas faire des millions. Fait que, fuck les études, pas besoin de ça. T'aimes bien mieux courir après les filles puis t'entraîner. Puis les œufs dans le même panier. Exact. Heureusement, moi, mes parents m'avaient obligé à continuer à étudier. J'étais aussi très chanceux d'être extrêmement autodidacte. Là. Je sais pas si t'as déjà vu le film Good Will Hunting avec Matt Damon. C'était un vieux film des années 90. Puis, en tout cas, moi, je ressemble quand même au personnage là-dedans avec une capacité d'apprentissage vraiment hors de l'ordinaire. Si je peux prendre un livre de fiscalité, je vais le dévorer. Là. Je peux même, après ça, commencer à appliquer ce que j'ai appris dans le livre au complet, au même niveau que quelqu'un qui a fait, exemple, son bac ou sa maîtrise. Fait que j'ai une capacité d'apprentissage puis de synthèse qui a toujours été hors de l'ordinaire. C'est pas quelque chose que j'ai développé, là. Ça a juste toujours été là. J'avais ça à 6 ans puis j'ai ça encore aujourd'hui. Fait que j'ai pas vraiment de mérite par rapport à ça. Mais bref, j'avais réussi à étudier pendant ce temps-là. J'avais la plupart d'un bac en sciences de l'exercice, en biomécanique de fait, avec une mineure en nutrition. Fait que j'avais pas l'obligation de continuer à jouer au hockey pendant 10-15 ans pour gagner ma vie, contrairement à beaucoup de mes chums qu'eux, ils sont restés pris dans les ligues mineures parce qu'ils pouvaient rien faire d'autre dans la vie. Pas d'autre talent. Fait que j'ai décidé que je vais me servir de ça. Je vais me servir de mes études. À ce moment-là, je suis au Québec. J'ai commencé un 2e bac à l'Université Laval, un bac que j'ai complètement bâti par moi-même, un bac sur mesure. Il a fallu que je le fasse approuver par un comité, il a fallu que je monte tout le cursus, pareil comme un bac.
comme si je l'avais Un bac créé. sur mesure. Ouais, ouais. Je suis pas allé longtemps aux études, moi. J'ai fait un Non. cours, j'appelle mon cours en sciences humaines, profil Ouais. composite. J'ai pas fait de cégep. Moi, j'ai fait mon secondaire en 4 ans. C'est vrai, Je mais suis parti jouer au hockey. Puis j'ai pas eu besoin de faire de cégep à cause de tout ça. Je suis rentré directement à l'université. Puis tu sais, là, j'ai l'air du gars qui a fait beaucoup d'études. Puis la réalité, c'est que j'en ai pas fait beaucoup. C'est juste que j'étais extrêmement autodidacte, donc capable de faire en sorte que je m'inscrivais à des cours, je me présentais au premier cours, je prenais le plan de cours, je regardais c'était quoi les livres, j'étudiais tout ça, puis j'arrivais à l'examen final, je le passais, mais j'avais pas été à l'école. Là. J'avais pas fait de cours. T'allais pas au cours? Non, pas tout. Pas tout. Écoute, je bâtissais une business pendant ce temps-là. Ça, c'est puissant. Puis je jouais au hockey pendant ce temps-là. Fait que à ce moment-là, c'est ça. Fait que j'ai commencé un deuxième bac, un bac sur mesure en gestion et performance humaine. C'était comme un méli-mélo de biologie, puis de biochimie, puis de psychologie de la santé, puis kinésiologie. C'était assez pété. Puis à cause que j'avais été dans les ligues mineures professionnelles, j'avais réussi à négocier qu'il y a une partie de mes études qui était payée. Fait que j'avais un montant qui était payé, ce qui m'a permis d'aller faire un cours postgradué à l'Université d'Harvard pendant un été de temps, avec l'Extension School, en médecine préventive, spécialisée dans la psychologie de la santé. Puis ultimement, c'était sur toute la gestion de la santé puis de la psychologie de dirigeants de grosses entreprises, de ce qu'on appelle les Fortune 500. Fait que ça faisait en sorte qu'à 22-23 ans, j'avais déjà un gros background athlétique. D'athlètes de haut niveau. J'avais également un gros bagage au niveau théorique, au niveau de tout ce qui était préparation physique, nutrition, psychologie sportive. Et drôlement, à ce moment-là, j'étais parti de Saint-Georges, j'étais allé jouer une coupe de game finalement pour Matane dans le senior. Dans ce temps-là, ça payait, mon gars. Là, écoute, c'était genre 1000 piastres en dessous de la table, en argent comptant, pour jouer 2 matchs par fin de semaine. Hôtel payé, bouffe payé, déplacement payé. Fait, mais les arénas étaient pleines. C'était plein. C'était l'aréna à Matane, il y avait 1000 personnes à l'aréna. C'était l'équipe de championnat. Fait que j'étais comme, bon, c'est cool. C'est un beau coussin pour faire une transition de carrière. Puis en étant à Matane, l'hiver, avec rien à faire, on s'entend, c'est Matane. C'est pas New York. Fait que j'étais tout le temps au gym. Puis le gym c'était un OSBL qui était propriétaire du gym. Fait que c'était pas une business en tant que tel. Puis le président du CA il était tout le temps au gym en même temps que moi. Puis il n'y avait pas d'entraîneur là. Fait qu'à force de me voir m'entraîner puis à jaser, puis je suis quand même quelqu'un de très social. J'étais connu dans la ville vu que je jouais pour l'équipe senior et tout ça. Fait que ça permettait de développer des bonnes relations sans trop mettre d'efforts. À un moment donné, il dit écoute, qu'est-ce que tu penserais de ça si on t'offre le bureau là-bas à côté de l'accueil, puis tu seras l'entraîneur du gym? J'étais comme ok, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me payer un salaire? Non. Dans le fond, on te donne le bureau, puis arrange-toi, puis tu changeras ce que tu veux aux gens, puis tu montreras les programmes que tu veux. Puis... Fait que c'est comme ça que je me suis lancé en affaires. Je m'étais pas. Je m'étais pas réveillé un matin en me disant moi je vais être entrepreneur puis je vais me lancer en affaires. C'était un peu être opportuniste, être aussi ouvert aux possibilités. Puis tu sais, d'avoir l'humilité aussi, de ne pas être là à me prendre pour un autre et à dire ok, moi je vais faire ça, puis ça va être juste ça. J'étais vraiment ouvert, comme un éponge en fait. Puis finalement, j'ai ouvert le bureau d'entraînement. En dedans d'un mois, j'ai engagé une kinésiologue à temps plein. Je me rappelle la première journée que j'étais allé à la Caisse populaire de Matane, déposer tous les chèques des clients, faire le chèque de paye à mon employé, puis de voir ce qui restait en bas. J'étais comme, hey, t'as peur là. C'est donc meilleur. C'est donc meilleur. Mais t'avais pas de cours en focal, là. Oui, ben j'avais. Mais t'avais tes études, mais t'avais pas eu de cours en entraîneur. Oui, j'avais un bac en biomécanique. J'avais des études très poussées là-dedans. Mais il savait-tu? Oui. Je pensais qu'il t'avait juste vu t'entraîner puis toi. Non, mais il me voyait m'entraîner puis il voyait que c'était vraiment focus ce que je faisais. Puis là, j'expliquais, tu sais, premièrement, j'ai été suivi par des grands entraîneurs. Deuxièmement, j'ai un bac là-dedans. J'ai des études là-dedans. Tu sais, j'avais plein de certificats. Tu sais, j'allais me chercher comme 3-4 certifications en médecine sportive, en préparation physique. Fait tu sais, j'étais équipé. Oui, j'étais équipé. Puis, là, j'ai compris c'était quoi déléguer, engager des employés, tout ça. Et finalement, ça a scalé. Ça a scalé en l'espace de genre 2-3 ans. Je me suis ramassé avec comme 70 employés. Là, j'étais rendu une deuxième business, une agence de joueurs de hockey, puis ça roulait. Là, j'étais parti pour la voir. Je m'étais jamais préparé pour ça. Fait que ça, c'était comme ma transition
ma transition de joueur de hockey à ça. Là. Ouais. Mais tu sais, je disais tantôt que j'avais pas prévu être entrepreneur, mais en même temps, quelque chose une histoire que j'aime bien raconter, qui décrit vraiment, je pense, qui moi je suis, puis c'est quoi un peu mon essence, qu'est-ce qui me fait vibrer. Mais quand j'avais 4 ans, puis qu'on était à Los Angeles, j'ai un souvenir vraiment clair. On se promenait comme dans les rues du centre-ville. Puis à ce moment-là, la fin des années 80, on parle de 89-90. Los Angeles, là, c'était violent, c'était épeurant, c'était sale. Ils ont fait vraiment un gros ménage après ça dans les années 90. Puis je me rappelle que ça m'avait vraiment touché. Tu sais, on se promenait, là, puis je voyais les sans-abri, je voyais toute la saleté, je voyais toute la misère. Je sais pas si c'est parce que nous, on n'était pas riches ou quoi. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, j'ai été élevé beaucoup avec la méditation, puis chez nous, c'était très important les bonnes valeurs, les valeurs humaines, l'humilité, l'entraide et tout ça. Mais j'ai été tellement touché par ça, je le sentais en dedans, tu sais, j'en parle aujourd'hui, puis je le sens encore, le même ressentiment. Fait que j'ai dit à mes parents que j'allais un jour avoir, tu sais, il y avait des skyscrapers, là, des gratte-ciels. Je disais, un jour, il va y avoir des gratte-ciels partout dans le monde. Ça va être, dans le fond, mes gratte-ciels, ça va être ma compagnie, puis je vais nettoyer les rues du monde entier, puis je vais nourrir les pauvres, puis je vais leur donner un endroit à vivre. Puis, fait que c'était comme un peu l'étincelle initiale, si on veut, de c'était quoi ma personnalité un peu entrepreneuriale, puis peut-être même visionnaire. Puis, tout ça aussi a été beaucoup encouragé. Je pense que ça c'est important, on n'en parle pas assez dans la société. Ça a été beaucoup encouragé par mes parents. Que normalement, tu sais, la plupart des parents vont dire tirer vers le bas. Tirer vers le bas, puis tu penses que tu devrais devenir pompier ou médecin ou quelque chose comme ça. Moi, mes parents, c'était le contraire total. C'était comme, ben, sais-tu quoi, Nicolas, si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Ça, c'est fou parce que moi, j'en rencontre beaucoup, je travaille beaucoup avec des jeunes avec ma business, tout, puis des fois, c'est hallucinant à quel point les parents tirent les jeunes vers le bas. C'est clair. Je ne sais pas si c'est de l'ego, je ne sais pas si c'est parce qu'eux ne se sont pas accomplis, puis ils ont peur, ils veulent protéger, ou ils veulent pas. Tu sais, des fois, ils disent comme, va jouer au hockey, puis deviens bon. Tu sais, des fois, les parents dans les estrades là, qui crient plus que ils sont plus excités que les kids à la glace. Pas des fois, souvent. On dirait qu'ils ont voulu faire ça toute leur vie, ils n'ont pas été capables, fait que là, ils veulent comme que le fils le fasse. Fait que, tu sais, mais c'est bon que tu aies eu des parents qui ont poussé de même, parce que c'est assez rare d'avoir des parents qui t'encouragent. Je pense que ça fait en sorte que tu crées un environnement qui est vraiment sans limite. Puis tester des choses, c'est cette mentalité-là de dire pourquoi tu serais pas capable, fais-le. Vas-y, go. Tu sais, le pire ce qui va arriver, c'est que tu réussiras pas. Finalement. C'est pas mal moins pire que de te demander si t'aurais pu réussir, tu sais. Si t'avais pu réussir, excuse-moi. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est hyper crucial de... Tout le monde se limite. En fait, on se limite beaucoup. C'est là, tu sais, tu parles des entrepreneurs, moi je parle beaucoup des investisseurs, tu sais, je suis considéré comme un mentor, puis un coach, puis toutes ces choses-là. Je me considère davantage comme un professeur, comme quelqu'un qui est pédagogique. Puis à jaser avec les gens, des fois, je suis comme, tu sais, c'est seulement... Tu peux voir à quel point que là en ce moment, là, l'obstacle, c'est pas l'argent, c'est pas ton talent, c'est pas tes qualités, c'est pas le marché, c'est toi. T'es pas all-in. Puis tu sais, nous on le voit, tu parles avec la personne, mais la personne elle le voit pas, puis elle comprend pas que c'est juste toi qui t'empêche de réussir. C'est comme moi au gym, souvent, tu sais, je m'entraîne avec Kevin Powers, c'est un gars qui pousse au gym. Puis des fois, comme, lui il met des 85, mettons, que moi je mets des 70. Puis je l'ai facile. Puis des fois, il range mes poids, puis il me met des 85. Puis il me dit, au pire, il dit, même si t'es pas capable la dernière, il dit, je vais la faire. Puis souvent, je la finis. Puis c'est là qu'il me regarde, puis il dit, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu t'es pas all-in à 100%? Tu le sais que t'es capable. On se limite tellement, parce que notre corps, à la base, on a tellement été dans le négatif, puis dans la société, comme le monde, il se limite tellement qu'on dirait qu'on est comme dans cette vibe-là. Puis ceux qui step up, ceux qui scale, justement, c'est des gens qui sont comme toi, qui sont comme all-in à 110%, puis dans tout ce qu'ils font. Ben je pense que la peur, elle a une grande place là-dedans. Puis, tu sais, moi, je me considère québécois, mais tu sais, je me considère en partie américain parce que j'ai grandi là, je connais l'hymne national. Puis, tu sais, quand je vais aux States, là, je me sens comme chez nous, autant que je me sens comme chez nous ici. Puis, j'ai autant d'amour pour les States que pour le Québec, puis le Canada aussi. Mais je pense que la peur est encore plus forte ici au Québec. On a une mentalité, là,
de société générale. C'est sûr, je généralise, mais des fois, je vais lâcher des cadres comme le Petit Québec, le fromage du Petit Québec. Là. Ouais. On a vraiment une mentalité de peur. Puis si tu vis dans la peur, premièrement, tu vivras pas parce que tu vas t'empêcher de vivre. Puis deuxièmement, si tu décides de finalement foncer vers quelque chose ou de faire quelque chose, mais que la peur est constamment là, tu ne pourras pas vraiment réussir à ton plein potentiel parce que tu vas toujours être en train de te retenir pour ne pas échouer. Puis tu sais, ça je pense que c'est un bon segue vers le reste de l'histoire de tantôt. À 24, 25, je suis rendu qu'une grosse business. Je fais de l'argent comme de l'eau. La vie va bien. Pour le petit gars qui a finalement grandi de manière très humblement, avec des bonnes valeurs, pas beaucoup d'argent, je pourrais t'en parler de plein d'histoires de ma jeunesse. Puis finalement, j'ai comme perdu le nord, j'ai perdu mon centre à ce moment-là, j'ai trop voulu croître, ça a trop grossi, mais en même temps, c'est quoi, j'avais pas peur, j'avais aucune peur. Puis je pense que si j'avais eu peur, en fait, je me serais même pas rendu là. Mais deuxièmement, c'est ce qui a fait que là, j'ai testé plein d'affaires. Au final, ça n'a pas marché. Au final, je me suis mal associé. J'ai pris un partner qui m'a complètement scrappé. Complètement scrappé, comme tu n'as même pas aidé. Finalement, j'ai pas engagé les bons employés. J'ai du monde qui m'ont lâché, qui m'ont mis complètement dans la merde. Faire des mauvais choix au niveau de la construction, des constructeurs pour nos centres et tout ça. Tout ça pour arriver au point que finalement, j'ai été obligé de faire une faillite. J'avais tout perdu. Je suis parti à 25 ans. Je suis parti de quasi millionnaire, en fait pas quasi millionnaire, là, sur papier millionnaire, et même plus, à me promener en Porsche 911, à dépenser 5-6 000 au resto comme si c'était rien, la grosse vie jet set. Puis du jour au lendemain, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu mon identité, j'étais rendu techniquement sans abri. Mon oncle, heureusement, avait une business à ce moment-là, puis il avait une salle de conférence de même. Fait que j'avais acheté un vieux matelas, je le sortais du garde-robe, je le couchais à terre une fois que ses employés étaient partis. Je dormais sur le matelas à terre. Je le rangeais le matin avant que ses employés arrivent. J'allais me laver au gym parce qu'il me restait comme 3-4 mois d'abonnement au gym. J'allais me chercher genre un poulet au IGA, les poulets à 8$. Là. Ça, c'était mon souper pendant 3 soirs. Parce que c'est tout ce que je peux me payer. Ouais, c'est tout ce que je peux me payer. Puis, fait tu sais, puis le monde, c'est très tabou, tu sais, on parlait de fail, là, tu sais, on sort du coq à l'âne, là, puis... C'est pas grave, là. Mais tu sais, on parle de fail, je pense que le monde a trop peur de failer, tu sais, le monde... Regarde, moi, je me suis ramassé, là, j'étais en haut complètement, là, puis je me suis ramassé en bas complètement, là, puis malgré ça, après, j'étais assis ici, j'ai eu plein de succès par après, je suis pas mort. Ma vie va super bien, je suis une personne heureuse, j'ai affecté positivement la vie de plusieurs personnes. Puis, je pense qu'il ne faut pas que la peur nous empêche d'avancer. Puis, tu sais, il faut essayer de mettre le contexte là-dedans. Là. Moi, à ce moment-là, j'étais même rendu comme personnellement une sommité au niveau de tout ce qui était préparation physique, sportif. J'avais des athlètes olympiques qui ont été à Turin en 2006, qui ont été à Vancouver en 2010, après ça à Sochi en 2014. 3 Olympiques, Coupe du Monde, j'étais consultant pour B210, qui était en fait une organisation privée qui a été mise en place par les plus riches familles canadiennes pour assurer qu'on ait le plus de médailles à Vancouver en 2010. Fait eux, ils allaient chercher les meilleurs intervenants au Canada pour s'occuper des meilleurs athlètes. Là, on parle de Jen Hale, Alex Bilodeau, en ski alpin boss, Patrick Chan, Alex Harvey, tout ce monde-là, Joanie Rochette. Puis moi, 25 ans, j'étais choisi comme un des intervenants là-dedans. Là. J'avais atteint un super haut niveau. Je vivais plein de succès, mais en même temps, de l'autre bord, finalement, j'avais plein de succès entrepreneurial. Mais finalement, j'ai eu un immense échec entrepreneurial. La raison pour laquelle j'en parle, ça m'a pris des années d'être capable d'en parler, ouvertement. Là. Écoute, ça m'a pris des années là, juste de penser à y parler. Là, je me mettais à avoir le shake, là, je me sentais pas bien en dedans, parce que ça a été... un moment très difficile. Là. Je suis parti en retraite fermée. J'étais allé chez les frères de la Petite Croix à Charlevoix. Tu donnais ce que tu pouvais,
Moi, je pouvais donner rien parce que j'avais juste assez d'argent pour me payer du gaz pour y aller. Je suis resté en retraite privée, je dormais 18-20 heures par jour parce que j'étais en burn-out total, j'étais en dépression, j'étais détruit, là, j'étais complètement détruit. Tu sais, 6 mois avant, là, je roulais sur l'or, j'étais jeune entrepreneur de l'année, genre aux chambres de commerce et tout ça. J'étais complètement détruit, mais j'ai pas perdu espoir. Je me suis donné du temps, je me suis donné de l'espace. J'ai aussi honoré beaucoup de gens à qui je devais, exemple, de l'argent d'un point de vue business. Mais je les ai honorés personnellement. Ça a été difficile à faire, mais c'était la bonne chose à faire. Puis je pense que si tu fais la bonne chose dans la vie, puis que tu restes vrai envers qui toi tu es, puis que tu n'as pas peur, puis que tu fonces, peut-être que tu vas te péter la gueule. Peut-être. C'est quoi? Probablement que tu vas même te casser la gueule. Ouais. À Silicon Valley, en Californie, là, dans l'environnement tech, là, de Facebook, tout ça, souvent les firmes de capital de risque sont même pas prêts à investir en toi tant que tu n'as pas eu une faillite, tant que tu t'es pas pété la gueule. Parce qu'ils se disent, c'est sûr qu'en entrepreneuriat, c'est sûr que le gars qui veut scale, il va avoir c'est sûr qu'en investissement, tu vas te péter la gueule. Fait que je veux pas mettre mon argent puis que tu te pètes la gueule avec mon argent. Je veux mettre mon argent sur toi, comme cheval de course, comme jockey. Quand tu vas avoir vécu ces expériences-là, que tu vas avoir appris de ces expériences-là, puis que là, tu vas être rendu aguerri. Puis c'est les leçons tirées de ça. Écoute, c'est pas ce que j'ai appris à l'université, là. C'est pas ce que j'ai appris de mes succès, là, qui font qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis, puis que je suis l'entrepreneur que je suis le pédagogue que je suis, que même je suis le père que je suis. Mais c'est tous ces bas-là que j'ai vécu, puis comment je les ai vécus, puis surtout ce que j'ai fait après. C'est là que la game allait. Tu sais, en boxe, on dit, c'est pas combien de punch que tu donnes puis que tu reçois, mais c'est qu'est-ce que tu fais quand tu te fais sonner, là, que tu te relèves. Là. Ça, c'est vraiment la mesure d'un homme, puis la mesure d'un leader, puis de quelqu'un qui va avoir de la réussite. Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand tu dormais des 18-20 heures par jour là-bas, puis que t'avais... T'sais, oui, tu y croyais encore, mais c'est sûr qu'on a tout le temps des doutes. Ouais, à ce moment-là, les doutes étaient hyper forts. Puis le doute, c'est souvent ce qui empêche de prendre action, parce que les gens qui prennent pas action, ils ont tout le temps un doute, comme tu as dit tantôt. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es relevé, puis que tu as claqué ça en sortant de là? Je pense que l'introspection, numéro un, de prendre du temps, en développement personnel, on entend parler souvent de ça, l'introspection, méditer, essayer de réfléchir à qui on est, nos valeurs, notre pourquoi, notre why. Il y a une vidéo super intéressante de Simon Sinek, ou Sinek en anglais, c'est Start with Why, commencer par ton pourquoi. Je pense que je suis beaucoup revenu sur ces bases-là que j'ai eues comme enfant de mes parents. Moi je pense que j'étais hyper bien élevé. Là. C'est la plus grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents extraordinaires. Il n'y avait pas une crise de scène, puis on vivait une vie assez pauvre, mais en fait on vivait une vie hyper riche. Fait que je pense que ça m'a servi beaucoup. J'aurais pas pu me relever si j'avais pas eu cette fondation-là, cette base-là. De faire les choses pour les bonnes raisons, puis aussi de se donner de la place. Je me donnais de la place. J'essayais de pas me mettre de pression, puis de pas me juger, parce que déjà que les gens nous jugent en masse, là. Puis, en business, là, le monde nous juge. C'est pour ça qu'on veut pas admettre nos faiblesses, c'est pour ça qu'on veut pas admettre qu'on a fait ci, puis qu'on a fait ça. Parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous. Mais nous, on est les pires juges de soi-même. Mais c'est souvent quand tu sors, qu'est-ce que tu as sorti tantôt, que les gens arrêtent de te juger. Parce que justement, quand on est assez humble pour admettre nos défaites, c'est là que les gens sont comme... Ouais, on est tous des êtres humains sur la planète. Là, je veux dire, on a tous eu un début, on est tous nés un jour, on va tous mourir un jour. On chie tout à chaque jour, ou en tout cas j'espère pour tout le monde, là, sinon on met à nucile. On mange à chaque jour, on a besoin de boire, on a besoin de se faire aimer, on est triste, on est heureux. Fait qu'on est, ultimement tous des êtres humains. Là. Fait que juger, puis se juger, c'est la pire crise d'affaires qui existe. C'est incroyable, ça donne rien. Fait que je me suis donné de la place. Puis à un moment donné, c'est comme, je me rappelle, là, après avoir dormi, pris du temps, à un moment donné, je me suis mis comme à réécrire. Moi j'écris beaucoup, là. J'écris, je me suis mis à écrire des idées et tout ça, puis il n'y a rien de ça qui est sorti de ça, mais au moins c'était comme, ok, je me suis laissé de la place, j'ai pas sombré, et puis après ça, je suis ressorti de là, je me suis donné du temps. Il y a beaucoup de mes clients qui sont revenus vers moi parce que justement ils comprenaient que ce qui était arrivé au niveau entrepreneurial, ça n'enlevait pas mes compétences comme préparateur ou comme coach, ou ça n'enlevait même pas mes compétences entrepreneuriales, ultimement. C'est là qu'on a de la misère à le comprendre. Je n'étais pas un moins bon entrepreneur, ou j'allais plus être un entrepreneur à cause de ça. J'ai fait des erreurs. J'étais allé à l'école. En fait, j'ai fait mon PhD, moi, en affaires. C'était un doctorat en affaires, carrément. Okay. Ça a coûté cher.
Ça a coûté cher émotionnellement en temps, puis en dollars, puis en énergie. Mais je suis sorti de là avec un doctorat en affaires, puis je suis sorti de là aussi avec un doctorat en moi-même. Ouais. Puis ça, je pense que c'est hyper important parce que la plupart des gens, ils veulent faire plein de choses. Tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment, ils veulent être investisseurs immobiliers millionnaires, ils veulent être entrepreneurs à succès, ils veulent lâcher leur job qu'ils n'aiment pas pour faire quelque chose qu'ils aiment. Mais ultimement, tu peux pas réussir tout ça si tu te connais pas toi-même, puis que tu n'es pas un maître de toi-même, puis que tu n'as pas un doctorat en toi-même. C'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à avancer. Puis quand tu fais ça, aïe, les choses débloquent tellement, là, les choses deviennent faciles. Le succès, on dirait que ça fait ésotérique, là, mais le succès, c'est comme un produit secondaire, finalement. C'est un produit secondaire de comment tu penses, de comment tu agis, puis de comment tu es, puis c'est quoi tes valeurs. Puis, oui, il y a des outliers, là. Oui, il y a du monde qui vont faire de l'argent en crossant le monde, puis en étant pas honnête, puis en étant arrogant, puis tout ça. Mais faut pas se servir de ça comme modèle. Je pense que dans l'ensemble, pour moi, en tout cas, la réussite, le succès, l'argent, c'est une unité de mesure, puis c'est un produit secondaire. C'est un produit secondaire de la valeur que tu apportes dans la vie, puis de la valeur que tu as comme être humain. Puis c'est une unité de mesure de, dans la game entrepreneuriale, je suis en train de gagner ou je suis en train de perdre, ultimement, mais c'est rien de plus que ça. Là, dans la vie toujours, c'est niveau entrepreneur, c'est une mesure, mais dans la vie de tous les jours, ça fait pas de toi de meilleure personne. À la limite, là, c'est comme, à un moment donné, ça devient, quelque part, c'est bizarre, mais plus dur d'avoir le couteau entre les dents et de réussir comme entrepreneur plus que tu es riche ou plus que tu as de l'argent, parce que l'argent amène le confort, tu sais. Ouais. Puis, c'est vrai. Damon John, là, le gars qui est parti, tu sais, Fubu, là, les vêtements Fubu dans le temps. Toi, t'es jeune, là, mais mettons dans mon temps, moi, je pense être vieux. T'as quel âge, moi, j'ai 34, je vais avoir 35. 24, ouais. Fait qu'on a une dizaine de séances. Dans ce temps-là, c'était Fubu. C'était For Us by Us. C'était pour la communauté noire. Puis lui, il est à Shark Tank, là. C'est le gars qui est toujours vraiment bien habillé, là. Puis lui, il a sorti un livre qui c'est The Power of Broke. Tu sais, la puissance d'être fucking pauvre, d'être cassé, d'être dans la merde parce que t'as le couteau entre les dents. T'es déjà dans l'inconfort. Alors que quand t'as de la réussite et du succès, à un moment donné, t'es trop dans le confort. Moi, j'essaie souvent de me mettre dans l'inconfort. Ouais. Puis ça vient avec pas avoir peur. Si t'as peur, tu te mettras pas dans des situations inconfortables. Ouais. Tu vas rester dans ton petit confort, dans tes petites pantoufles. Puis c'est correct, écoute, tu sais, je veux dire, tout le monde vit sa propre vie, tout le monde a ses propres ambitions, puis ses valeurs et tout ça. Puis si tu veux vivre comme ça, c'est bien cool. Mais je pense que si tu veux réussir comme investisseur, si tu veux réussir comme entrepreneur, tu peux pas vivre comme ça. Tu as besoin d'être tout le temps comme dans l'action, dans l'inconfort, puis pousser tes limites, puis pousser qui t'es, puis aller plus loin de ça. Là. 110%. Puis ça, c'est vraiment du bon contenu. Puis là, je fais une petite pause pour les gens. En passant, c'est du contenu de très haute qualité qu'on a en ce moment. Là. Fait que pour les gens qui nous écoutent en ce moment, là, pour de vrai, là, partagez ce live-là, partagez. C'est comme. On veut impacter le plus grand nombre de gens avec ça. Pour vrai, c'est hallucinant. Fait que si on peut aller chercher des centaines de partages, 250, 500 000 partages, aller toucher tout le Québec avec ça, ça serait incroyable. Vous êtes mieux de partager. Là. Vous êtes vraiment mieux de partager, sinon je vais vous trouver. En passant, il l'a dit tantôt, il se bat souvent. Un grosseur que j'ai, là, inquiétez-vous pas. Hey, checkez ça. Hey, t'as l'air, lui, fait qu'on va dans la vidéo. Good. Bon. Maintenant, parle-moi un peu d'Emrex, c'est ta compagnie que tu développes en ce moment. Tu as 4 grosses branches. Parle-moi un petit peu. Ouais, en fait, Emrex est né de mon entreprise d'avant. Donc, de 2013 à 2016 et demi, j'ai fondé une business, cofondé une business qui s'appelle REARV, qui existe encore aujourd'hui, qui est l'entreprise qui fait le plus de transactions de multilogement dans toute l'Est du Québec. Donc, j'ai fondé ça en 2013 avec mon associé du moment. Et puis, en bâtissant cette firme conseil-là en investissement immobilier, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait tout le courtage au niveau multilogement, les blocs appartements, toute la planification stratégique, on venait conseiller les investisseurs dans leurs acquisitions, dans leurs ventes, les aider avec des structures fiscales, on travaillait conjointement avec des fiscalistes, notaires et tout ça. Donc c'est devenu une grosse business qui en l'espace de 3 ans et demi est parti de zéro, là, puis 0, 0, 0. Moi, j'ai toujours parti mes business hyper lean, de zéro, pas d'investissement externe, pas d'aide de personne, tu sais. Puis on est monté à la fin, on était à une centaine de millions de dollars de transactions annuelles avec une petite équipe hyper lean, hyper style startup. Mais en bâtissant cette entreprise-là, je me suis ramassé avec 2 problèmes majeurs qui faisaient que mon cerveau n'arrêtait pas de comme sticker là-dessus. Tu sais, mon cerveau, moi, il n'arrête jamais. C'était pour les investisseurs immobiliers qui veulent acheter des blocs appartements, même si tu as 100 000 ou 500 000 ou même 50 millions à investir dans le matin,
il y a un problème majeur, puis c'est d'avoir accès au marché, d'avoir accès à l'inventaire. Il n'y a pas un endroit que tu peux dire, je m'en vais, moi, à l'épicerie des blocs appartements, là, puis je vais voir tous les blocs appartements qui existent, puis je vais les acheter. Ou je vais choisir lequel que j'achète. Il n'y a pas un endroit où tu peux voir l'inventaire. Il faut que tu ailles voir faut que tu ailles voir 7-8 sites internet, là, Centris, qui est la MLS, là, dans le fond, les courtiers immobiliers, du proprio, Kijiji, les PAC, aux États-Unis, tu as Zillow, Choya, tu as plein de sites. C'est pas tout affiché de la même façon. Fait que, tu sais, mettons, sur un site, c'est affiché, tu as les revenus dépenses. Dans l'autre site, tu les as pas. Dans l'autre site, ils appellent pas ça de même. Fait que c'est comme hyper compliqué, ça prend beaucoup de temps. Puis malgré ça, si tu réussis à faire le tour de tous ces sites-là, puis à traduire, puis à standardiser le langage, puis la manière que c'est affiché, tu touches juste environ au tiers du marché. Parce que l'autre tiers du marché, c'est dans les mains de courtiers immobiliers on appelle ça des pocket listings, donc c'est des mandats exclusifs. Nous, chez RV, on avait monté une business entièrement sur ça, sur un mandat exclusif. Il y en a d'autres à Montréal, à Québec, qui font juste des mandats exclusifs. Ça représente un autre peut-être 15% du marché, tu sais, ça change selon les villes. Et finalement, l'autre moitié du marché, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Quelque chose qui est très commun en fusion-acquisition d'entreprise. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un bloc, qui n'est pas à vendre, mais je sais pas, pour une raison quelconque, je sais pas, tu es en train de tondre ton gazon, puis ton voisin il a un bloc, puis ce matin-là, il file pas, puis tu dis qu'est-ce qui se passe, Gérard? Pourquoi t'as de la down? Ah, je t'ai curé de mon esti de bloc, ma bonne femme, elle vient de me laisser, puis blablabla. Ah, ben je vais l'acheter ton bloc. Ah ouais, super cool. La transaction, elle se fait comme ça n'a pas apparu nulle part. Ça n'a pas été mis sur le marché. On appelle ça une transaction passive, finalement. Fait que malgré le fait que tu vas faire tout le tour des sites, tu ne pourras pas trouver tout l'inventaire. Alors ça, c'est un premier problème. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Je trouvais que, pourtant, si je veux de la bouffe, je vais aller à l'épicerie. Tout doit être là. Tout est là. C'est simple. Je veux des médicaments, je vais à la pharmacie. Tous les médicaments sont là. Je ne ferai pas 8 pharmacies, là, tu sais. Puis, même chose pour, mettons, les actions boursières de technologie. Moi, j'aime beaucoup investir dans la technologie. Si je veux faire ça, je m'en vais au Nasdaq. Je peux voir tout ce qui est listé comme entreprise publique, technologique, puis je peux choisir dans lequel que j'ai investi mon argent, finalement. Et deuxièmement, ben, le data. Il n'y a pas de data dans le multilogement. Si je vois sur le Nasdaq, je peux voir la performance historique de toutes les actions. Je peux voir Apple, Apple valait tant de l'action en 2005, ça vaut tant aujourd'hui, ça a pris une appréciation annuelle de X. Mais tu peux pas avoir accès à ça dans l'immobilier. C'est vrai. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'avais ça en tête. Finalement, chez RV, il y a eu plusieurs histoires, des petits conflits d'associés, des employés qui voulaient partir à cause d'un associé, d'autres qui voulaient partir à cause d'un autre et tout ça. Puis j'ai eu vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? L'entreprise roulait super bien, malgré tout ça. Mais, tu sais, j'étais limité par le potentiel de cette entreprise-là. J'avais les autres idées en tête de ce que je voulais faire. Et finalement, on est arrivé à un accord commun pour mon associé que finalement, c'est moi qui allais partir. Nos 2 premiers employés qui étaient dans la place allaient prendre mes parts puis allaient prendre ma place dans l'entreprise. Moi, j'allais être libre, j'allais faire ce que je voulais faire. Tout le monde était heureux. Et finalement, ben, après ça, j'ai parti MREX, qui ultimement répond à ces 2 problèmes-là. Grosso modo, ce que c'est aujourd'hui MREX, c'est que c'est 4 branches, comme tu disais. La première branche, c'est une compagnie événementielle. Donc, on organise des événements pour les investisseurs immobiliers multilogements. On organise, si on veut, la communauté des investisseurs multilogements en créant des événements comme, par exemple, la soirée, le forum des investisseurs, où on invite un économiste, on invite un fiscaliste à venir parler des sujets de l'heure, à donner de l'information aux investisseurs pour qu'ils puissent commencer à prendre des meilleures décisions d'investissement. Puis en même temps, ça leur permet d'échanger ensemble, de réseauter avec d'autres investisseurs. Tu sais, peut-être que toi, tu as accès à un deal, l'autre, il a de l'argent, vous vous mettez ensemble, puis vous faites une transaction. Donc, tu vois, cette année, en fait, en 2019, on organise ces événements-là dans 10 villes en Amérique du Nord. Donc, Miami, Tampa Bay, Jacksonville, Orlando, Atlanta, Charlotte, New York, Toronto, Montréal. J'en oublie un, Nashville. Puis, on organise 2 événements par année dans chacune de ces 10 villes-là. On organise la semaine de l'immobilier multilogement, qui est une semaine de différentes activités, différents événements. Puis on organise APEX. APEX, c'est un sommet de 2 jours sur l'immobilier multilogement. La première journée, c'est pour les propriétaires qui ont entre 5 et 500 portes. Puis la deuxième journée, c'est pour les propriétaires qui ont entre 500 et 500 000 portes. C'est vraiment ce qu'on appelle c'est l'institutionnel, c'est plus des investisseurs privés.
Et puis, ça, c'est la deuxième branche. Puis, troisième, quatrième branche, en fait, la troisième, c'est la MREX en tant que telle. C'est une plateforme web, c'est une application qui vient centraliser l'ensemble du marché, qui vient aussi bâtir tout le set de data qui n'existe pas. Ça devient comme un super outil pour les gens qui ont des blocs pour prendre des décisions d'achat, de refinancement, de revente, de stratégie, de gestion de portefeuille. Et la dernière branche, c'est une entreprise, en fait, c'est une autre plateforme technologique où on crée un marché boursier immobilier. Donc, au lieu d'aller sur le Nasdaq et acheter des actions d'une entreprise comme Apple, tu vas aller sur la Restack, qui est notre plateforme, et tu vas acheter des actions, mais sous forme de token, grâce à la technologie blockchain, qui représente, la token représente une action d'un 160 logements à New York, ou d'un 250 logements à Los Angeles. Fait que ça fait en sorte que, premièrement, on crée la liquidité pour les propriétaires de blocs. Parce que plus que tu as des blocs, moins que tu es liquide. C'est un peu bizarre, là. Tu es plus riche, mais tu as moins d'argent. Parce que c'est tout gelé dans tes immeubles en équité. Et là, surtout dans un moment comme aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui ont remonté, tu as plus d'équité qui est gelé. Donc, c'est un problème majeur. En fait, c'est vraiment le Saint Graal de l'immobilier, c'est d'être capable de créer un marché plus liquide. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et la deuxième chose, c'est de créer une accessibilité au marché. Parce qu'aujourd'hui, acheter un bloc, mettons, je sais pas, les gens sont où, là, puis écoute, peut-être que vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous êtes de où, guys? Vous êtes de où, dans quelle ville? Mais tu sais, à Montréal, ça prend au moins un 100, 150, 200 000 acheter un 5 logements. Un petit 5 logements. Puis là, tu t'en vas geler 100 000 dans un immeuble. Donc, 15 à 100 000, tu vas pouvoir acheter peut-être un 5-6 logements. Si tu es dans une petite ville, Sherbrooke, salut Yann, Olivier Trichon, Blainville, les plus petites villes, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir avec un 40, 50 000 si tu es chanceux. C'est sûr que là, si tu es ingénieux puis tu as appris les techniques au collège de la MREX, en fait, qui est la branche que j'ai oubliée, là, on a un collège de formation pour les investisseurs multilogements. C'est sûr qu'on enseigne l'ingénierie financière, mais grosso modo, ça te prend un 50 à 150 000 cash pour acheter un bloc. Puis là, tu as juste un bloc, tu n'es pas diversifié. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux démocratiser l'investissement immobilier. Parce que l'investissement immobilier, c'est le plus grand créateur de richesse au monde. Puis si on revient à mon objectif, puis à mon rêve que quand j'avais 4 ans, je voulais aider le monde, bien, ce rêve-là, dans un monde peut-être plus réel et adulte, que je comprends qu'on est dans un monde capitaliste, puis moi, je ne changerai pas le monde. Je ne suis pas Gandhi. Là. Même Gandhi n'a pas changé le monde, il a changé juste lui-même. Fait que j'ai comme réussi à marier mes ambitions de performance, de dépassement, de legacy, d'héritage, de valeur aussi avec ce rêve, ce côté-là plus social, c'est de démocratiser l'investissement immobilier, de faire en sorte que, avec juste 5 000 $, tu pourrais avoir une part dans un 160 logements à New York. Puis en plus, tu pourrais acheter des parts de plusieurs endroits. Fait qu'au lieu de geler 100 000 dans un immeuble puis être hyper risqué, tu vas pouvoir mettre ton 100 000 dans 20 immeubles, dans 20 marchés différents, des profils de risque différents. Tu vas être mieux protégé. Tu n'auras pas besoin de prendre du temps pour gérer tes immeubles, pour gérer la transaction, pour apprendre à faire tout ce qui est ingénierie financière. Puis si tu veux le faire, tant mieux. Tu viendras au collège à MREX, tu apprendras tout ça. Puis après ça, tu pourras en fait offrir ou tokeniser ta propriété sur cette plateforme-là. Donc c'est vraiment l'objectif en fait pour nous, pour la MREX, c'est de devenir un marché. On veut être le marché multilogement. Tout ce qui se passe en Amérique du Nord et dans le monde, en fait, passera par la MREX. Ça va être le marché, ça va être le Wall Street, ça va être le Block Street, en fait, finalement, du multilogement. Même un investisseur asiatique, un Chinois, va pouvoir venir sur la plateforme, puis va pouvoir investir sans être obligé de se déplacer à Montréal. Il va pouvoir être à Shanghai, puis il va pouvoir s'investir ici. Acheter des actions de tel bloc. Exact. Il va pouvoir avoir accès à tout ce data-là. Très, très fort. Des gros projets. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Le collège, dans le fond, est lancé. Le collège est extrêmement connu sur Facebook. On a au-dessus de 500 étudiants qui sont passés à travers nos portes en 2 ans. On enseigne vraiment le plus haut niveau qui existe en investissement immobilier multilogement, je le dis tout le temps. Là, si tu veux faire du flip, va voir mon bro JF Tremblay qui va t'enseigner ça comme il faut. Mais nous, c'est le multilogement, les blocs appartements de 5 logements et plus. Le collège, qui est vraiment en place depuis 2 ans. Les événements ici aussi, puis les 2 plateformes, il y en a un, celui des propriétés, donc la MREX va sortir l'année prochaine. Celle-là, au niveau du marché boursier, là, on en a pour encore 2-3 ans, parce que c'est une évolution technologique assez incroyable. C'est vraiment quelque chose.
Beaucoup de monde que Gatineau, l'Assomption, Montréal-Nord, Joliette, Québec. Chris qui dit un des kings dans l'immobilier au Québec, un jour ça me ferait plaisir de te rencontrer. Cette-île. Good. On est rendu à. Oh, Cali. On est rendu. Ah ouais. C'est ça, c'est bon ça. C'est quoi ton horaire? Qu'est-ce que tu fais dans une journée? Moi, ça. Comme, tu dis que ton cerveau il arrête jamais, mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Il fait quoi? C'est quoi ton horaire? Tu te lèves à quelle heure? Moi, ça m'a tout le temps intrigué de savoir les gens qui avaient du succès. Tu sais, on entend des fois comme couche-toi tard, lève-toi de bonne heure, faut que tu te lèves, faut que tu manges à telle heure, tu jeûnes. Tu fais quoi toi? Écoute, moi je fais pas mal n'importe quoi. J'ai vécu toutes les affaires que tu peux imaginer, je les ai toutes essayées parce que dans mon ancienne carrière de préparateur physique olympique, tu sais, c'est sûr qu'il fallait que j'essaye toutes ces choses-là avant de les appliquer sur des clients. Là. Fait que, tu sais, j'allais faire le Miracle Morning de se lever à 5h du matin, puis à un moment donné, j'étais même rendu, c'était 4h du matin, puis tu fais tes pensées, puis tu vas prendre une marche, puis tu fais ci, ça, puis c'est cool, ça marche. J'ai même fait du sommeil multiphasique qui est basé sur un des plus grands inventeurs et un des plus grands cerveaux de l'histoire moderne de l'être humain, le Buckminster Fuller. Tout le monde parle de Einstein, mais ce gars-là était même vraiment plus avancé qu'Einstein. Fait que ça consistait en finalement, tu dormais jamais une nuit complète. En fait, tu dors comme des 15 minutes ou des 1 heure ici puis là. C'est un peu fucké. Je me sentais très à part de la société. J'ai toffé ça peut-être une semaine. J'étais comme, ok, non, là, je suis rendu grave. Là, j'ai plus de vie. Mais aujourd'hui, ben, j'ai 3 jeunes enfants. J'ai une femme, j'ai une conjointe. Fait que c'est sûr que ça vient me grounder beaucoup, mais j'ai une vie quand même assez folle parce que j'habite à Québec, sur la Rive-Sud. La plupart de ce que je fais au Québec, c'est à Montréal. Je fais des choses à Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Québec aussi, mais mettons, on va dire 70% c'est à Montréal. Et il y a une bonne partie qui est aux États-Unis, puis de plus en plus, là, à partir de 2019, je vais passer la moitié de l'année aux States. Là. Fait que, tu sais, mon horaire, il est vraiment. T'as l'horaire de quand je suis à Québec. À Québec, là, je te dirais, j'essaie d'être le plus relax possible pour reprendre le temps perdu que quand je suis pas là. Ben là, je suis avec mes enfants. Tu sais, c'est moi qui va porter mes filles le matin à la garderie. Tu sais, je vais aller marcher jusqu'à la garderie qu'eux autres, bien tranquille. Mon bureau est à côté à Québec, fait que je vais rentrer au bureau vers 9-10 heures. Je vais avoir pris le temps avec mes enfants le matin. Quand je suis à Québec, c'est surtout de l'administratif, rattraper aussi beaucoup dans tout ce qui est administratif et tout ça. J'ai monté une belle organisation autour de moi. Aujourd'hui, à 34 ans, là, après 12 ans de business, tu apprends à déléguer. Je pense que tu sais déléguer à 24 et 25, là, mais tu sais pas déléguer. Je trouve que là, je commence à être bon à déléguer, à monter l'organisation. Puis, j'ai du monde incroyable. Ce qui est hot, c'est que j'ai beaucoup d'anciens étudiants dans le collège de l'Amrex qui sont maintenant des employés chez nous. Moi, je crois beaucoup en ça. J'aime ça engager du monde que je connais, en qui j'ai confiance, que je sais que les valeurs sont semblables. Puis ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir que ça a été possible. Mais ça fait en sorte que j'ai une belle organisation autour de moi. Puis je suis un peu comme tu as eu JF Tremblay ici. Là. JF, c'est sûr qu'il est plus extrême que moi au niveau du TDAH, puis d'être un peu partout. Mais ça reste que je suis un peu comme lui. Moi, je suis très créatif, très artiste. Fait que je suis pas capable d'avoir un horaire fixe, je peux pas avoir une routine, ça mérite, ça m'empêche de performer. Fait que je suis un peu free for all, mais ça fait en sorte que aussi, quand je tombe dans quelque chose, mettons là, je tombe dans tel projet. L'autre jour, j'ai commencé à écrire un livre sur les cycles de marché immobilier en multilogement. Il n'y a aucun livre là-dessus au monde, en fait. Puis c'est quand même une de mes expertises. Fait que j'ai commencé à écrire un article. En fait, je faisais une pensée de la semaine, parce que je fais des pensées de la semaine sur ma page Facebook. Je commençais à faire une pensée de la semaine. Finalement, moi, quand je rentre dans le poids, je suis comme tellement focus que je perds la notion du temps. J'ai plus besoin de manger, j'ai plus besoin de pisser, j'ai plus besoin d'aller aux toilettes, j'ai plus besoin de respirer, j'ai plus besoin de rien faire. Puis tout d'un coup, je me rends compte que ça fait 10 heures que je suis en train d'écrire. Hein? J'ai comme déjà une couple de chapitres de fait, une introduction de fait, alors que je m'étais assis pour faire un post Facebook. Fait que. TDAH. Ouais, solide. Là. Fait que ça fait en sorte que finalement, j'avais dit à ma blonde que je serais chez nous pour peut-être 5h, 6h. Et je me rends compte que là, il est rendu 10h30 du soir. Puis je suis encore au bureau tout seul, à noirceur. Sûrement que tout le monde me dit salut Nick, bonne soirée. Puis que je m'en ai même pas rendu compte. J'ai pas mangé de la journée.
Fait que c'est hyper extrême. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus saine, mais en même temps, je suis qui je suis. Je me juge pas, je me laisse l'espace, puis c'est souvent là que je vais créer des affaires complètement débiles. C'est là que je vais faire avancer beaucoup de choses. Fait que ça fait que j'ai un horaire hyper atypique. J'ai pas d'horaire, mais je travaille comme un débile. Tu sais, mais en même temps, je travaille pas comme un débile parce que je considère pas que c'est du travail. Tu sais, techniquement, en ce moment, c'est du travail. J'ai passé ma fin de semaine, ça fait 7 jours que je travaille. Mais si tu me poses la question, ça fait-tu vraiment 7 jours que tu travailles? Non, pas en tout. Ça fait 7 jours que je joue. Ouais, c'est ça. Je m'amuse, je trippe, j'ai du fun. Je suis obligé de rien. Je serais pas venu ici par obligation. Je suis venu ici parce que je trouve que c'est sharp ce que toi tu fais, le temps que tu mets. Je pense que tu as la bonne méthode, tu as les bonnes ambitions, les bonnes valeurs, le pourquoi est là. Puis pourquoi pas triper en parlant avec le monde puis à faire ça. Fait que... On est quand même, hey, on est encore 78 quand ah ouais, tu vois? En ce moment. Depuis tantôt, on a monté à 95. Mais c'est nice pour vrai. Puis je pense que t'es pareil comme moi. T'es le genre de gars que quand il s'enligne dans de quoi, c'est comme s'il arrête, il repartira pas pareil, genre le lendemain. Fait qu'il est comme, non, faut que je le finisse. Ça, c'est une de mes peurs. C'est que j'ai tellement des objectifs, des choses que je veux faire, que j'ai toujours peur de, si je m'arrête justement, je vais l'avoir perdu, mon mojo. Tu sais, comme Austin Powers, là, le mojo, j'ai toujours peur de le perdre. Pourtant, je ne le perds jamais. T'es dans le mood, t'es comme, il faut pas que j'arrête parce que là, je vais tout perdre mes idées. Ah ouais, c'est clair. Je suis mal lancé. C'est clair. Good. Fait que, alright, Yann, il dit. On a des questions, ça là? Je sais pas. Hey, si vous avez des questions, hein, gênez-vous pas. Tu sais, le but, c'est d'avoir une discussion aussi, là. Gênez-vous pas. Ouais, si vous avez des questions, guys, on va les prendre. Good. Maintenant, ouais. Meilleure qualité d'un entrepreneur. Tu parlais beaucoup du why, d'être passionné, etc. Mais selon toi, c'est quoi la chose que tu considères la meilleure qualité d'un entrepreneur? Meilleure qualité d'un entrepreneur, je te dirais la connaissance de soi, puis de ne pas avoir peur, puis la confiance. Tu sais, la confiance puis de l'amour pour le processus. Je pense que ultimement, ça c'est la plus grande qualité de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est talentueux, qui est intelligent, qui a tous les moyens au monde, si ultimement son focus c'est le endgame, c'est le résultat, c'est la finalité, je pense que c'est quasi impossible d'être un bon entrepreneur puis de réussir. Ou si tu t'y rends, tu vas tellement être malheureux que tu vas te rendre compte que tu as gaspillé ta vie et que ça valait absolument rien tout ce que tu as fait. Fait que je pense que d'être dans ce mindset-là, d'être dans cette énergie-là, puis pas... Tu sais, on parle souvent en développement personnel de la pensée positive, puis tout ça, c'est comme tous des trucages. Il faut vraiment que ce soit intrinsèque, il faut que tu le vives, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit authentique. Puis je pense que quand tu le vis réellement, d'un, les gens le sentent. Mais de deux, c'est là que tu es vraiment dans ta zone. Tu sais, dans le sport de haut niveau, là, avec les athlètes de haut niveau, on parle souvent d'être dans la zone, d'être dans un état de flow qu'ils appellent. C'est que tu ne focuses plus sur rien, tu es comme tellement dans le processus, tu es tellement dans le moment présent. Je pense que si tu es capable d'être là comme entrepreneur, d'être dans ce processus-là, tu sais, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des objectifs et des ambitions. Là, tu sais, moi, j'ai comme objectif d'emmener MREX à devenir une compagnie publique inscrite à la bourse. C'est un objectif, mais pour moi, c'est une unité de mesure. Tu sais. L'autre unité de mesure, j'ai comme unité de mesure d'atteindre au-dessus entre 100 millions et 1 milliard de valeur nette. Mais je me définis pas par ça, je me définirai jamais par ça. Puis si je m'y rends pas, je m'y rends pas. Puis je pense pas à ça constamment. C'est comme des unités de mesure. Tu sais, c'est comme. Mais ultimement, il faut que tu vives dans le processus de c'est quoi ton parcours entrepreneurial. Parce que, ultimement, là, tu vas te rendre compte à la fin, là, ta vie est là. Tu sais, ta vie, c'est tout ce chemin-là. C'est pas ce chèque-là ou le moment que tu as vendu ta business ou le moment que tu as réussi telle affaire. Puis c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on vit. Puis si tu veux vivre pour le processus, tu sais, il y a plusieurs adages, tu sais, monter la montagne, si tu vis juste pour ce qui est au sommet, finalement, tu vas peut-être malheureux, là, tu vas juste chercher d'autres sommets. Puis probablement que tu vas être tellement malheureux en montant le sommet que ça ne valera pas la peine, alors que la personne qui vit pour la monter, puis il y a du plaisir à le faire. C'est pour ça que je monte pas des monts, parce que moi je trouve ça crissement plat. J'aime ça. Moi j'aime ça être en haut une fois. Mais j'ai ça monter des montagnes, fait que j'en monte pas. Puis si je veux monter une montagne, je prends mon char puis je monte en haut, tu sais. Mais pour l'entrepreneuriat, c'est le contraire. Même que moi, à un moment donné, quand je commence à avoir trop de succès, je commence à trouver ça plate.
Parce que je sens que je suis comme au bout du parcours, puis moi, c'est le parcours que j'aime, là. Puis ça a toujours été de même. J'avais 10 ans, puis je jouais, mettons, à Civilization 2. Je sais pas, tu te rappelles de ce jeu-là à l'ordinateur, c'était de bâtir une civilisation. ou à SimCity. Puis moi, je tripais sur. Le début, ça me faisait triper. Là. Quand tu partais, puis t'avais rien, t'avais juste un settler qui fondait son village, ou tu bâtissais ta première bâtisse dans SimCity. Puis là, je tripais sur cette partie-là. Puis quand j'arrivais vers la fin de la game, puis que là, c'était presque gagné, j'étais comme un peu désintéressé. J'étais comme, c'est plate, là, tu sais. C'est comme quand t'as le glitch code, là, tu bâtis ta ville, boum, mais t'es comme... Ben oui, tous les cheat codes là, dans les jeux, là, moi j'ai un des enfants qui n'utilisait jamais ça. Je trouvais ça tellement plate, j'étais comme, il n'y a même plus de défis, c'est tellement endormant. Puis malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui ne réussissent pas. Ils cherchent le cheat code. Parce que les autres, là, ils sont juste focus sur gagner la game, mais gagner la game, c'est crissement plate. C'est jouer la game qui est le fun. Je suis d'accord, 110%. Ça fait en sorte qu'ils sont prêts à avoir du succès parce que tu peux pas être authentique. Tu sais, on parlait tantôt que tu as fait un appel de vente avant qu'on commence à faire, puis tu sais, c'était hyper naturel. Moi, j'en ai coaché des vendeurs. Puis moi, je sais comment vendre aussi. J'en ai vendu pour des millions de dollars, des dizaines de millions. Là. Puis, plus que tu es authentique, que tu essaies de pas vendre justement, puis que tu t'en crises de vendre, mais à la place, tu es vraiment dans le processus. Puis, même que je le dis, là, moi j'ai coaché du monde en cold calling. Là. Moi, du cold calling, je suis une astuce de machine parce que j'aime ça appeler le monde, j'aime ça l'être humain. J'aime ça appeler quelqu'un, puis jaser avec, puis d'apprendre à le connaître, puis d'essayer de découvrir qu'est-ce qui le motive, puis juste voir les différents personnages. Ça fait en sorte qu'à la limite, là, j'ai eu du fun sur un appel, puis même si rien qui s'est passé, il y a rien qui s'est passé. Fait que si tu es capable de transposer ça dans tout ce que tu fais, que tu le fasses en entrepreneuriat, en investissement immobilier, en investissement boursier, en marketing de réseau, en parenting. Puis moi, je le fais cette erreur-là, ma blonde aussi, puis tout le monde le fait. Tu sais, l'heure du bain. Pour ceux qui écoutent des enfants, là, si vous écoutez des enfants, là, si vous avez des enfants, là, vraiment, là, faites un thumbs up, faites un partage. Là, mais l'heure du bain, là, si t'es pas dans le bon mindset, là, ça peut être l'enfer. Moi, j'ai 3 jeunes enfants de 3 à 6 ans. Puis si tu focuses juste sur j'ai hâte qu'ils soient couchés pour moi aller enfin relaxer, là, ton heure de bain va durer 2 heures. Puis ça va être le pire 2 heures de toute ta crise de vie. Parce que les enfants, eux autres, ils sont encore ils sont dans le moment présent. Puis je suis désolé en passant pour ceux qui pensaient que vous allez avoir un gars en chemise, cravate, 3 pièces à soir, avec une montre Rolex à 30 000 qui sac pas, puis qu'il y a un parler. Puis, tu sais, certains, c'est drôle parce qu'il y a du monde dans des groupes Facebook qui pensent que je suis hautain, puis que je me prends pour un autre, puis je suis un peu pincé, mais sérieux, ils connaissent pas. Puis moi, je suis tout le temps de même. Vous allez jamais me voir en dessous de cravate avec un instrument officiel. Tu vas me voir casser le temps de le voir, mais sinon, je m'en calisse. Moi, mon meilleur chum, c'est Jeff Tremblay. Quoi de mieux qu'apprendre quand t'as Jeff Tremblay comme meilleur chum, c'est sûr que t'es pas un gars, c'est sûr que t'es pas autant, c'est impossible. Mais bref. Mais quand tu concentres juste sur la finalité de coucher tes enfants, au lieu de dire hey, j'apprécie tellement ce moment-là avec eux autres parce que les enfants ça grandit vite, puis bientôt là, je pourrais pas leur donner leur bain, puis je pourrais plus passer ce temps-là qu'eux autres. Aïe, c'est incroyable comment ces 2 soirées-là, la soirée où tu donnes les bains, tu es dans le mindset de j'ai hâte qu'ils se couchent versus la soirée de aïe, sais-tu quoi? Mais dans 10 ans, même dans 5 ans, là, ça va me manquer ce moment-là, puis je passe du temps avec eux autres, puis je ris avec eux autres, puis ok, peut-être que c'est moins structuré, puis peut-être qu'ils foutent la merde, puis il y a de l'eau un peu partout, puis c'est pas grave, ça se nettoie, puis on stresse pas avec ça. C'est incroyable comment ta vie est complètement différente dans ces 2 situations-là. Ça, c'est autant comme parent, comme gens d'affaires, comme investisseur immobilier, c'est débile. En fait, le moment présent, c'est ça, ultimement. C'est ça que ça veut dire, le moment présent. Quelqu'un parlait d'un auteur tantôt, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ça vaut la peine de lire ça, puis vraiment même plus que de le lire, de méditer là-dessus. Là. Justement. Mais du moment que tu peux être là-dedans, réellement dans le moment présent, là, c'est incroyable, ça change ta vie. Justement, j'ai une question ici. Marquant Laramé qui dit qui est ton auteur préféré et quel livre conseilles-tu? Aïe, ça c'est tough comme question. Là. Trop, hein? C'est tough comme question parce que, en fait, je lis généralement 2, 3, même 4 livres par semaine. Malgré toutes les heures que je travaille. Ouais, un livre par semaine. Moi j'ai tout le temps des livres comme partout. Moi j'en lis 3-4 en même temps. Là. Puis, fait que c'est très difficile à répondre à cette question-là. Il y en a tellement.
des livres qui m'ont vraiment marqué dernièrement, ça a été Howard Marks, qui est comme un équivalent de Warren Buffett. C'est un livre sur les cycles de marché boursiers. Donc, moi, j'essaie d'étudier le plus d'affaires possible, même pas juste de l'immobilier. Je pense que c'est pour ça que je suis rendu au niveau que je suis rendu en investissement immobilier. C'est que je maîtrise tellement de concepts en dehors de l'immobilier, ça me permet de les intégrer dans l'immobilier comme personne n'a jamais fait ça encore. Ce livre-là, un livre qui s'appelle Sapiens, dernièrement a été extrêmement enrichissant, mais écoute, je dois avoir lu au-dessus de 1000 livres, là, fait que c'est trop je peux même pas répondre à ça, sans compter les audiobooks. Ce qu'on va faire, c'est que... Je pourrais vous faire une liste, je pourrais vous envoyer une liste. Après, là, on va faire un post ensemble, on va dresser une liste. C'est clair. Marquant. Après ça, dans Mastermind, on va mettre, dans le fond, une liste de livres au complet de ces top, mettons top 10 de tes livres préférés, comme ça va tout vous aider. Ça serait bon. Mais tu sais, Eckhart Tolle en développement personnel, tu sais, ça dépend c'est quoi le sujet. Des livres d'affaires, Good to Great, Jim Collins. C'est qu'il dit psychologie ou business, ton psychologie, je dirais. Eckhart Tolle, super bon. Les livres de Wayne Dyer, même si c'est un peu ésotérique des fois, il y a quand même beaucoup de très bonnes choses là-dedans. Khalil Gibran, le prophète, qui est un classique. Il y en a tellement. Écoute, ça serait de faire une défaveur en vous disant juste quelques livres. Je vous pitcherai une liste tantôt. Ouais. J'en ai tellement à recommander. Là. Paul-André Lauzon qui dit Nicolas, il dit t'es le genre de gars que pendant que sa page internet load, tu commences autre chose. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. Écoute, on a une vie, hein, one life, je le dis souvent. Puis tu sais, ça fait longtemps que je le dis, le one life, puis le processus, puis tu sais, on parlait tantôt des échecs. Pour les gens qui n'étaient pas là tantôt, là, j'ai parlé d'un énorme échec dans ma vie, malgré tous les succès que j'ai eus. Je pense que c'est cet énorme échec-là qui a fait que je suis encore un plus grand succès aujourd'hui, mais on a peur de souffrir. Mon père est décédé subitement l'été passé. On s'en attendait pas pantoute. J'étais en conférence à New York devant les plus grands investisseurs de tous les États-Unis. C'était supposé être un moment de... En fait, c'était un des plus grands moments de fierté de ma vie, honnêtement. C'était complètement débile. Puis j'arrive à l'aéroport pour venir au Québec pour me faire dire que mon père est mort, tu sais. Sans pouvoir me préparer à ça. Puis ça m'a donné une crise de claque d'en face. Un hostie de coup, là. Je pensais que je vivais dans le moment présent, là. Puis là, tu te dis, aïe, tu sais, toutes les petites choses que j'aurais aimé dire, tous les moments que j'ai pas passé avec parce que j'étais trop occupé dans ma business, parce que j'étais trop important, parce que j'étais trop ci pis ça, puis tu sais, malgré ça, ça reste que mon père, j'ai parlé à quasiment tous les jours de ma vie, là. Malgré tout ça, mais on ne parle jamais assez. Non, jamais assez, puis c'est là que tu te rends compte, aïe, la vie est tellement fragile, puis tu sais, je vais vivre jusqu'à quel âge, je sais pas, j'espère vivre jusqu'à 80 ans, puis dans ma tête, oui, mais finalement, tu sais, mon père est mort à 67, mon grand-père est mort v'là 3 semaines à l'âge de 94 ans. Fait que ça fait coup sur coup en un an, j'ai perdu les 2 hommes de ma vie, tu sais. Mais moi, je pensais que mon père allait vivre jusqu'à 90 et plus à cause de mon grand-père. Finalement, non. Fait que là, ça te joue dans la tête, tu te dis, OK, je vais vivre jusqu'à quel âge? Je sais pas, honnêtement. Ouais. Ça se peut que je meure demain. Là. Ça se peut que je meure frappé par un autobus. La vie est fragile. Fait que c'est là que tu dis le one life, puis le processus, puis si... Tu sais, moi, là, je suis probablement une des personnes les plus heureuses sur la Terre. Pour vrai. Parce que j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement ma vie, puis j'ai aussi eu le pouvoir, puis ça, on l'a pas listé, mais je crois beaucoup en la capacité de choisir sa vie, tu sais. Moi, je n'irai jamais faire quelque chose comme ça ici ce soir parce que je me sens obligé. Je n'irai jamais donner un cours ou vendre un produit parce que j'ai besoin de faire de l'argent. Moi, là, si je sens pas que j'ai envie de le faire, puis je sens que ça sera pas bon pour les personnes, jamais au grand jamais, j'aime mieux être fucking sans-abri, j'aime mieux être un asti de clochard là, que d'être une pute, puis d'être une prostituée par rapport à mes valeurs, puis à la personne que je suis, puis à mon bonheur, puis au bonheur des autres. Que je voudrais pas faire ça. Puis André Evrel, qui était un des gars qui était à la base du marketing du Cirque du Soleil quand ils sont arrivés à Vegas, lui, il m'a enseigné de quoi de vraiment hot. Là. Le gars, c'est un fucking génie. Là. Mais tu sais, tu trouveras pas grand-chose sur lui sur Internet. Là. C'est comme une ermite là, quasiment. Là. Mais c'est un génie du marketing au niveau mondial. Puis lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que dans la vie, t'as le yum puis t'as le burk.
Puis à chaque chose, il faut que tu te poses la question, Yum ou Burke? C'est aussi simple que ça. Si c'est Yum, fais-le. Si c'est Burke, ça veut dire que c'est dégueulasse, t'as pas envie. T'as un client, il dit, regarde toute ta liste de clients, là, Yum ou Burke. Puis il dit ça que c'est Burke, calisse-les dehors. Puis oui, tu vas perdre de l'argent, puis oui, tu vas vivre moins richement. Mais si tu fais confiance en ce processus-là, puis que tu rentres dans tes forces, puis dans ce que tu as envie de faire, puis ce bonheur-là, finalement, là, inquiète-toi pas, là. L'argent, puis le succès, puis la réussite, c'est un produit secondaire de ton bonheur, puis de tes valeurs, puis dans ta zone à toi. Pas mieux dire.